storm I knew. I'm a walk, I'm a march on the regular, painting white flags blue. Lord forgive me, I've been running lines and true. I'm a rain on this little love, tell the sweet I knew. Ooh, I'm telling these tears going far away, oh. May the last one burn into flames. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, got me loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains over myself, won't let my freedom rot in hell. Hey, I'ma keep it running 'cause the winners don't quit on themselves. I'm away through the water that the tide don't move. I'm alright through your borders, call me bulletproof. Lord forgive me, I've been running lines and true. I'm away through your shallow love, tell the deep I'm new. Ooh, I'm telling these tears going far away, oh. May the last one burn into flames. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, got me loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains over myself, won't let my freedom rot in hell. Hey, I'ma keep it running 'cause the winners don't quit on themselves. Tryna rain on the thunder, tell the storm I knew. I'm a walk, I'm a march on the regular, painting white flags blue. Lord forgive me, I've been running lines and true. I'm a rain on this little love, tell the sweet I knew. Ooh, I'm telling these tears going far away, oh. May the last one burn into flames. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, got me loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break freedom, freedom, I can't move. Freedom, got me loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom myself. I'm away through the water that the tide don't move. I'm alright through your borders, call me bulletproof. Lord forgive me, C'est-à-dire quoi EPS? Physique et sportive. Physique et sportive.
Saison 6 des soirées de l'EPS, épisode 1. Le hip-hop entre dans la danse de l'éducation physique et sportive. Ce soir avec plusieurs invités, des enseignants d'EPS, des historiens, mais sans plus attendre, comme d'habitude, l'actu de l'éducation physique et sportive. Le début d'année a été dynamique avec notamment 3 journées de mobilisation pour exprimer la colère sociale et notamment sur les orientations budgétaires. Aujourd'hui, ça fait maintenant un mois que nous sommes sans Premier ministre et sans annonce claire hier, le SNEP FSU continuera en tout cas de mobiliser la profession pour pouvoir peser sur les choix. Aujourd'hui, nous n'avons aucune perspective sur la question du financement des services publics, dont, notamment sur l'école et les hôpitaux qui sont exsangues. Et plus on va aller vers moins de financement des services publics, plus on va aller vers des inégalités, ce qui pour nous revient aussi à mettre en danger notre démocratie. Cela doit s'arrêter. Nous attendons des réponses du gouvernement et notamment du président aujourd'hui, puisque nous n'avons plus de gouvernement. Si aucune réponse n'est apportée, le SNEP FSU mettra en perspective de nouvelles mobilisations sous différentes formes d'action pour qu'enfin la colère de la population soit écoutée et entendue. Aucun moyen n'est attribué réellement pour le savoir nager dans les établissements scolaires. On sait aussi que le savoir nager, c'est un profond révélateur des inégalités sociales. Le SNEP s'est mis à l'eau aujourd'hui pour dénoncer ce manque aussi d'infrastructures. La question des effectifs est centrale et notamment dans notre discipline sur la question des apprentissages et de la pratique physique, puisque aujourd'hui, dans l'enquête qui nous est retournée, on a 71% des classes qui sont à plus de 28 élèves et 52% des classes en éducation prioritaire à plus de 26 élèves. Un autre avenir pour la jeunesse, notamment pour l'école, pour l'éducation physique et sportive, et le sport scolaire et le sport civil. Et pour ça, il y a besoin d'autres orientations. L'égalité, à un moment donné, pouvoir s'exprimer comme elle le souhaite, pouvoir agir comme elle le souhaite, pouvoir partager avec les garçons comme elles le veulent, au moment où elles le veulent. L'école ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup si on lui donne les moyens. Et bon, les inégalités sociales, on les connaît. Moi, je vais parler de l'accès à la pratique physique et sportive. Aujourd'hui, c'est tellement reconnu avec les problèmes de sédentarité qu'il faut qu'on ait des mesures fortes pour ça. Donc, on sait très bien que les enfants de milieux populaires n'ont pas le même accès que les enfants des milieux favorisés. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, une soirée de l'éducation physique qui va ce soir parler hip-hop. Le hip-hop, c'est un bouillon de culture, c'est un mélange qui comprend une diversité d'arts. Ce soir, on va se centrer essentiellement sur l'un d'entre eux, la danse, avec une danse qui va bouger au rythme de sons et d'influences multiples. Ça tourne sur la tête, sur le dos, ça bloque, ça vibre, popping, looking, breakdance, freestyle. On a dans le hip-hop une diversité de mouvements, de codes. On va ce soir parler à la fois multiplicité, mais aussi singularité. Chacun a son style. Des styles qui sont acceptés avec tolérance dans le hip-hop. On verra aussi que ça fait partie de la culture. Une culture, une philosophie dans le hip-hop que l'on résume souvent autour de 4 mots: peace, love and unity. Et bien sûr, having fun. Une culture, une philosophie que nos intervenants et intervenantes de ce soir auront à cœur d'incarner dans des pratiques, sans aucun doute, pour leur donner vie. Entre culture populaire dominée et volonté de s'émanciper, le hip-hop, il a fait son chemin. Plus besoin pour les petits de braconner dans les cours de danse contemporaine pour réaliser un move de hip-hop. Aujourd'hui, les enseignants de PS enseignent le hip-hop en classe, en cours. Place au hip-hop en éducation physique et sportive. Il n'entre pourtant pas vraiment par la grande porte. Le hip-hop, il reste encore peut-être trop subversif, trop pas scolaire, mais peut-être trop loin de la culture de certains profs de PS. Mais d'où vient-il? Est-ce qu'il est une réaction vraiment à une vie pauvre pour rompre l'ennui d'une vie grise? Effet de mode, nouvelle activité à étudier en EPS. Faut-il l'enseigner à l'école? Quoi l'enseigner?
ce soir avec nous plusieurs personnes pour discuter et échanger sur cette soirée et on aura l'occasion de les présenter au fur et à mesure de la soirée, enseignants de PS, mais aussi historiens et aussi responsables dans le sport scolaire. Alors je ne vous les présente pas tous ce soir, je vais commencer par m'attacher et je rentrerai peut-être par l'histoire avec toi, Somi King, qui est historien et qui a travaillé de nombreuses années sur la question du hip-hop. Tu as aussi réalisé un certain nombre de conférences sur le hip-hop. Donc, Somi King, toi, tu es historien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où vient le hip-hop? Alors, le hip-hop vient essentiellement de New York. Vraiment, l'endroit de naissance, c'est New York et plus précisément le Bronx. Le Bronx, à une période, donc dans les années 70, à une période où cette partie, en tout cas, de New York était complètement délaissée par la ville, puisque la ville, en plus, la ville économiquement, elle avait fait banqueroute. Et elle est née, cette culture est vraiment née dans ce quartier du Bronx complètement oublié où il y avait une population qui était venue habiter le Bronx parce qu'il devait y avoir pas mal d'usines qui devaient s'installer. Donc, beaucoup de gens donc, dans la précarité qui n'avaient pas de boulot. Euh, et donc, les jeunes, pour s'occuper, eh ben, ont décidé de créer leur propre récréation. Il faut savoir que 70, c'est la grosse période de la musique disco. Il y a énormément de clubs. Et pour s'amuser, ben, il faut aller dans les clubs disco. Pour accéder à ces clubs disco, ben, il faut avoir de l'argent. Quand vous n'avez pas d'argent, ben, vous ne pouvez pas rentrer dans ces clubs. En plus, il y a encore un système de ségrégation qui est très présent, en tout cas, au niveau des boîtes de nuit. Quand vous êtes noir ou portoricain, ben, c'est compliqué. On en laisse passer 3, 4 ben, le reste se retrouve sur le carreau. Donc, ces jeunes de quartier vont décider en fait de vraiment créer leur propre fête, leur propre manière de s'amuser avec des codes bien à eux. Voilà comment est née un peu la culture hip-hop. Mais alors, quand on parle de hip-hop, on parle de quoi en fait? On parle de la danse, mais on parle plus largement. Qu'est-ce que c'est le hip-hop, quoi? Alors voilà, le hip-hop, en fait, c'est la culture. Faut vraiment bien mettre le mot devant. C'est la culture hip-hop. La culture hip-hop qui englobe plusieurs disciplines qui vont se développer. En fait, le but de cette culture, en fait, c'était de se rassembler, de faire des choses ensemble, sans avoir à passer par par les institutions, en gros. Parce que les institutions, de toute façon, nous avaient mis de côté. Je dis nous, c'est une façon de parler. Nous avaient mis de côté. Donc, c'est comment on a cette capacité de rassembler des jeunes pour pas qu'ils partent à la dérive et qu'on puisse faire des choses qui nous tirent vers le haut et ensemble. Donc, à travers des capacités que certains pouvaient avoir, donc savoir danser, savoir dessiner, savoir s'exprimer entre guillemets, avoir une bonne oralité sur la musique. Voilà, c'est vraiment ça l'essence de la culture hip-hop. Au-delà juste des simples disciplines, c'est le fait de se retrouver ensemble et de faire des choses ensemble et d'avancer ensemble. Alors, ce soir, nous, on va se concentrer sur la danse hip-hop. C'est c'est une des disciplines de la culture hip-hop. Dans mon introduction, j'ai parlé de style de danse. Est-ce que tu peux nous aider en ce début de soirée, lorsqu'on parle de danse hip-hop? Mais c'est quoi? C'est combien de styles de danse? Il y a quoi? Est-ce que tu peux... Alors, Alors, les intervenants reprendront dans la soirée, mais déjà qu'on puisse poser un peu un cadre. Danse hip-hop, c'est quoi en termes de style? alors, il existe différents styles de danse hip-hop. La première danse vraiment estampillée hip-hop, c'est le break. Elle est née du coup pendant ces fameuses soirées que les jeunes de quartier faisaient. Donc, ils dansaient sur des breaks, ce qu'on appelle des breakbeats. D'où le terme breaker ou le terme b-boy pour dire que c'était des jeunes qui dansaient, des garçons qui dansaient des garçons, des filles d'ailleurs qui dansaient sur des breakbeats. B, B pour beat, boy. Voilà, b-boy, breaking. Et du coup, ce qui s'est passé, donc, la première danse vraiment, c'est le breaking. Après, avec le temps, il y a les choses ont évolué. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le new style ou le new style, le freestyle hip-hop qui sont développés, qui viennent bien après, qui se dansaient beaucoup sur la musique hip-hop, qui se dansait vraiment qui dansait sur la musique hip-hop. Il y a d'autres danses qui sont affiliées au hip-hop, que ce soit le popping et le locking, qui sont des danses, en fait, à la base, qui ne viennent pas du tout de New York, qui sont de Los Angeles et qui se dansaient sur ce qu'on appelle la funk music.
ce qu'il y a, elles ont été affiliées, on les cite aujourd'hui comme des danses hip-hop. En tout cas, on les a affiliées à danse hip-hop parce que c'était des danses qui avaient été oubliées et que c'était les jeunes de la culture hip-hop qui avaient ressorti ces danses-là. D'où aujourd'hui, bon, quand c'est enseigné, on appelle ça les danses funk style. Mais c'est vraiment des danses que les jeunes de la culture hip-hop se sont réappropriées et ont remis au goût du jour. Et après, il y a d'autres danses qui sont affiliées, comme la house, où c'est pareil, la house dance. C'est une danse qui est née à peu près à la même période que la naissance de la culture hip-hop, qui emprunte à peu près les mêmes codes, c'était les mêmes gens en fait. Sauf que la house, on la retrouve beaucoup dans le milieu LGBT. Voilà. Donc c'était des jeunes de quartier exclus parce qu'ils étaient homosexuels. Et encore une fois, la house dance, c'est une danse qui a été propagée par le biais des gens de la culture hip-hop. À partir du moment où les jeunes de la culture hip-hop ont commencé à découvrir des danses qui venaient de quartier, ben, ils les ont assimilés à leur danse. Donc, c'est pour ça que vous trouverez facilement un popper, un rocker qui est capable de faire de la house ou du break. Voilà. Après, d'autres danses qui sont affiliées parce qu'elles se dansaient aussi sur des musiques hip-hop. Il y a le crump aussi, avec des sonorités hip-hop. Euh, voilà en gros le panel des danses hip-hop ou affiliées à la culture hip-hop. D'accord. Alors, est-ce que tu peux remettre ta caméra? Peut-être que tu t'es déconnecté pendant qu'on parlait ensemble. Lorsqu'on parle de danse hip-hop, tu fais référence là à des jeunes de quartier. On a cette image de hip-hop qui serait réservée à des jeunes de quartier. Pourtant, aujourd'hui, on voit que ça bouge. Est-ce que le hip-hop a passé la frontière du périphérique parisien pour venir en centre-ville parisien? Est-ce que le hip-hop est encore réservé à des jeunes racisés des cités, les cités blanc beurre, quoi, plutôt, on va dire black et beurre en tout cas, essentiellement? Comment ça évolue cette culture hip-hop? Non, alors comment elle a évolué? Du coup, en repartant des États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que la culture hip-hop, quand elle arrivait en France, elle arrivait aussi par le biais d'une organisation qui va vraiment encadrer un petit peu cette culture. C'était la Zulu Nation. Et dans la Zulu Nation, le concept, c'était il n'y a pas de barrière entre les gens. Donc, les gens qui ont ramené, en plus, les gens qui ont ramené cette culture en France, ce sont les gens qui pouvaient voyager à l'époque vers les États-Unis. Donc, je parle à l'époque, c'est les années 80 quand ça arrive en France. Et les gens qui peuvent voyager dans les années 80, c'est les gens qui ont de l'argent. Euh, Notamment, je pense à Jean Caracos, qui était le patron à l'époque du label Celluloid Records, ou à un journaliste qui est directeur aujourd'hui de Radio Nova, euh, Bernard Zécry. Bernard Zécry, voilà, c'est pas des gens qui viennent de milieux, c'est pas des gens en tout cas qui viennent du milieu hip-hop ou qui viennent de milieux entre guillemets défavorisés. Euh, Ce sont eux qui ont ramené cette culture-là en Europe pour le gros et notamment en France. Et à partir du moment où ça arrivait en France, ça a touché les jeunes des quartiers. C'est vrai que beaucoup de jeunes de quartiers se sont reconnus à travers cette culture parce qu'ils voyaient notamment les Noirs, parce on voyait des Noirs parmi les Américains, parmi les rappeurs. C'était que des gens du ghetto. Donc on avait une première image. Il n'y avait pas d'image pour les gens de quartier. On n'avait pas d'image auxquelles se référer, notamment à la télé ou dans la presse. Et là, on voyait vraiment des jeunes habillés, on pouvait s'habiller comme eux, qui nous ressemblaient, et les jeunes de quartier s'en sont beaucoup accaparés. Et quand c'est arrivé à Paris, les jeunes qui ont vu les premiers jeunes qui plongent dans la culture hip-hop, il y a des jeunes de toutes les couleurs, de tous les milieux sociaux. Ben, je vais vous donner une personne qui était tombée dedans, qui fait partie des pionniers en France, comment il s'appelle, Vincent Cassel. Il ne vient pas du tout de quartier. Donc, euh, et à travers l'image que nous offrait, en tout cas, la Zulu Nation, c'était on va être tous ensemble. Mais c'est vrai que les jeunes de quartier ont vraiment saisi la chose plus que les gens des milieux plus aisés. Voilà. D'accord. Et est-ce que on peut dire aujourd'hui que le hip-hop devient de plus en plus une culture populaire, qu'elle brasse vraiment une multiplicité en termes de classe sociale, en termes de pratiquants?
Est-ce qu'il y a une évolution de plus en plus vers ce type de culture-là? Oui, il y a une évolution parce que oui, aujourd'hui, euh, alors aujourd'hui, pour moi, je n'appelle même plus ça de la culture hip-hop, c'est devenu voilà la culture de la danse. On apprend la danse comme on apprend à danser, comme on apprend à jouer au foot. Et d'ailleurs, c'est à double tranchant. C'est super parce que ça s'est démocratisé et tout le monde peut pratiquer ça. Mais derrière, il y a tout le côté culturel qui a, qui a plus sa place quasiment. Et donc, tous les codes et tout l'esprit, entre guillemets, hip-hop n'est plus là. Et c'est ce qui est, en tout cas, ce que je trouve un peu dommageable. Mais oui, aujourd'hui, c'est une culture qui est populaire. N'importe qui, que vous soyez à la campagne, Mhm. vous allez. Ben, moi, actuellement, aujourd'hui, là, je suis à Thiers, euh, dans le Puy-de-Dôme, au fin fond du Puy-de-Dôme. Eh ben, vous marchez dans la rue, vous allez croiser des. En tout cas, vous pouvez facilement croiser des jeunes qui dansent, qui pratiquent les différentes danses hip-hop. Merci Somiki. Si tu peux remettre ta caméra parce que régulièrement elle se déconnecte. Je me tourne vers D'accord. un premier invité sur le plateau, donc Damien Vanier. Toi, tu es sociologue. Tu as travaillé sur cette question-là. Tu es aussi professeur de PS. Par ailleurs, tu as un double ancrage. Alors, j'ai parlé de jeunes racisés pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce qu'on entend par cette racialisation de la jeunesse lorsqu'on dit finalement que on est sur une représentation d'une culture qui serait réservée à un certain type de jeunesse. Euh, Merci, merci pour l'invitation et pour la question aussi parce que c'est vrai que c'est une question qui est centrale dans le monde hip-hop parce qu'on a en tête que que ça recrute en fait des fractions sociales qui sont considérées comme racisées. Mais utiliser le terme de réservé, par contre, je dirais pas que c'est réservé, dans le sens où le milieu hip-hop est accessible, il est ouvert, et il n'y a pas de règle qui dit que il y a telle catégorie de personnes qui pourraient pas venir. Euh, mais effectivement, il y a pas mal de personnes racisées qui pratiquent cette danse. Moi, quand j'utilise le mot racisé, ça renvoie à la question de la race. Et il faut bien savoir que quand on parle de race dans les sciences sociales, en sociologie et même en histoire, c'est de manière, c'est pour faire référence à quelque chose qui est socialement construit. C'est-à-dire que ça ne fait pas du tout référence à la biologie, à quelque chose qui serait naturel, mais bien quelque chose qui est une construction sociale. Et en fait, quand on parle de race, on fait référence à quelque chose qui s'appelle aussi la racisation. Et la racisation, c'est un processus social par lequel, en fait, on va repérer chez des personnes des différences visibles qui sont, par exemple, la texture des cheveux, la couleur de peau, les traits du visage, même l'accent. Et à partir de ces signes visibles extérieurs, eh bien, on va avoir tendance à du coup à les mettre dans une catégorie donc raciale. Et ces catégories-là, elles sont fluctuantes. Elles dépendent du contexte, de l'espace, du temps. Et quelqu'un qui va être perçu comme noir dans un espace, il va peut-être être perçu comme indien dans un autre espace, antillais, africain. Les mots qui permettent de désigner en fait ces catégories de race, elles sont variables, elles dépendent des personnes, elles dépendent des catégories, etc. Et donc, quand on parle de racisation, c'est-à-dire que donc, on va mettre des gens dans des catégories de race à partir d'extérieurs visibles. Et les personnes qui sont racisées, donc ces personnes qui subissent cette racisation, c'est-à-dire qu'elles ne choisissent pas, elles le font de manière passive, euh, elles sont effectivement majoritaires dans le monde du hip-hop. On fait référence donc aux personnes donc, non blanches parce que la racisation fait référence aux personnes qui sont en situation de minoritaire, puisque c'est issu d'un héritage colonial. C'est la suite logique de la colonisation qui a engendré donc des représentations, des stéréotypes, etc., et qui sont restés encore aujourd'hui dans la tête des gens. Et donc aujourd'hui, eh bien, ces personnes qui sont donc racisées, donc c'est essentiellement des personnes arabes, des personnes noires dans le monde hip-hop, mais aussi des personnes asiatiques. Elles sont effectivement surreprésentées dans le monde de la danse hip-hop. Tout simplement parce qu'en fait, c'est d'une part lié aussi à la manière dont ils sont accaparés la culture américaine qui a été exportée par les Afro-Américains, les Portoricains. Et donc les jeunes en France, ils se sont reconnus dans dans ces modèles
qui était enfin positif, une manière positive de se voir, et en se voyant, en se reconnaissant là-dedans, ils se sont accaparés la culture. Et donc aujourd'hui, il y a encore cet héritage-là, où il y a les personnes donc racisées qui étaient déjà présentes au départ. Et en plus de cela, si aujourd'hui encore, ben, il y a beaucoup de personnes donc non blanches, noires, arabes, etc., qui sont dans cet espace-là, c'est aussi parce que c'est un espace où il et elle voient un décor qui leur ressemble et qui sont vus de manière positive, qui sont valorisés, qui sont vus de manière légitime et pas comme on peut le voir en dehors dans la société, de manière suspecte, de manière aussi différente. La simple fait que ce soit vu comme une différence. Dans l'espace hip-hop, les corps ne sont pas forcément vus comme des différences. C'est normal, on va dire. Et donc il y a aussi ça qui joue effectivement dans la surreprésentation des personnes racisées qui vont plus facilement aller vers ces pratiques-là que dans d'autres, par exemple. Bien. Merci Si je peux beaucoup. me permettre, Vas-y, je t'en prie. si je peux rajouter un truc, c'est en fait quand vous analysez toutes ces danses-là, toutes les danses hip-hop, euh, la plupart leurs origines, ce sont des origines afro-américaines. Qui dit afro-américaine dit Afrique. Donc il y a énormément. Pourquoi on retrouve beaucoup de gens, beaucoup de gens racisés, c'est que la plupart des mouvements qu'on le retrouve dans toutes les danses dites hip-hop, c'est simplement des héritages des danses africaines. Donc, on avait affaire à des Afro-Américains, donc des Africains, des Africains qui avaient été déportés aux États-Unis et qui ont dû se reconstruire une culture. Et il y a un héritage qui a été fait avec le temps, cet héritage du mouvement, ben, les mouvements de bassin qu'on ne retrouvait pas forcément dans les cultures occidentales. Et c'est des choses qu'on retrouve dans toutes les danses africaines, afro-américaines, pardon, euh, euh, avant le hip-hop. Vous prenez les danses jazz, il y a énormément de pas dans toutes les danses hip-hop qui sont empruntées aux danses jazz. Et ces danses jazz, ben, quand vous reprenez, il y a énormément de pas de ces danses jazz, ben, on retrouve leurs racines, où ça, en Afrique subsaharienne. Voilà un peu pourquoi aussi beaucoup de jeunes racisés, en tout cas, se retrouvent aussi facilement dans ces danses-là. Merci beaucoup pour tous les deux. Merci aussi de nous rappeler que effectivement, hein, les cultures humaines, l'un des berceaux reste bien l'Afrique. C'est important de le rappeler en ces temps troubles politiques. On voit le hip-hop dans tout ce que vous venez de décrire, quand même qu'il y a une complexité. Au plus la soirée rentre, là on appréhende toute l'épaisseur culturelle, la diversité. Alors le challenge était gros. Sébastien Molena et Jonathan Alves qui ont coordonné un numéro contre-pied pour essayer d'embrasser cette culture-là sur quel hip-hop, comment l'enseigner. Mais avant tout ça, Sébastien Molena, donc toi, tu es professeur de PS dans l'Académie de Marseille. J'ai envie de te demander, mais pourquoi la revue Contre-Pied a décidé de faire un numéro sur le hip-hop? Bonjour à tous. Donc, la revue Contre-Pied, elle est produite par le Centre Presse et Société. Donc, on essaie de balayer un bon nombre d'absents. Donc, le hip-hop, c'était une actualité brûlante, notamment au moment des JO, où c'est devenu sur le devant de la scène. Il y avait beaucoup de facteurs d'actualité. Donc, on s'est dit à contre-pied, il ne faut pas être à contre-temps d'un phénomène de société. Donc voilà pourquoi ça s'est produit maintenant. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on s'est dit qu'il y avait un volume de jeu, si je peux m'exprimer ainsi, du hip-hop, qui était intéressant. Volume de jeu, c'est-à-dire une épaisseur historique. On peut considérer que maintenant, c'est plus tout à fait une activité nouvelle, ça, c'est une histoire de 50 ans en France, avec finalement différentes évolutions qui font la richesse, et on peut considérer que ça devient un patrimoine vivant. Et nous, en tant qu'enseignants et par rapport à l'école, on tient à ce que les activités qu'on enseigne aient une épaisseur culturelle. Tu l'as dit, Bruno, tout à l'heure. Donc voilà, ça, c'est le premier facteur. L'autre facteur, c'est la surface sociale de cette activité qui s'est élargie. Tout à l'heure, vous parliez des banlieues. Maintenant, on peut considérer que le hip-hop, il traverse toutes les couches sociales, garçon-fille. Donc cette surface-là s'élargit. C'est pour ça qu'il y a un volume de jeu important. Et ensuite, ce qui nous intéresse, évidemment, comme je l'ai dit, on est centre place et société, c'est le lien entre ce phénomène de société et son transfert à l'école. Donc là aussi, ce qui nous intéresse, c'est comment ce phénomène-là, il rentre à l'école. Alors en étudiant on va dire qu'il y avait pour nous le hall d'entrée,
je fais un peu d'humour, le hall d'entrée du hip-hop, c'est l'UNSS. Donc avec qu'est-ce qui s'est passé autour de l'UNSS, en quoi ça a été une courroie de transmission d'une activité qui fait société à une activité qui va rentrer à l'école. Et ensuite, on s'est rendu compte au moment où on a écrit le numéro qu'il y avait déjà une production de théorie de l'enseignement qui était importante. Et initialement, le hip-hop, on le retrouve encore aujourd'hui, ça se transmet par les pairs entre pratiquants. Et petit à petit, quand c'est rentré dans l'école, eh ben, on a dû faire un travail de théorisation. Donc, il y a des premiers articles qui ont paru, il y a des revues dédiées à ça, il y a maintenant de la formation continue. Donc, tout ça fait que maintenant, il y a des moyens de transmettre le hip-hop. Un enseignant comme moi, qui ne connaît pas du tout le hip-hop, il a les moyens théoriques d'appréhender cette activité. Il y a des formations continues qui aident les enseignants. Donc voilà, voilà où on était, le paysage avant qu'on se lance dans le numéro contre-pied. Donc on a fait une revue des questions à la fois de société et des questions scolaires. Et on pensait donc que c'était mûr pour faire un contre-pied avec de la matière. Et on a presque trop de matière, j'ai envie de dire. On a été submergé quand on s'est plongé dedans, à la fois par la qualité des productions, par les intervenants, par les expériences pédagogiques. Donc, il y a presque, c'est une sélection de matières premières qu'on a dû faire plutôt que l'inverse. Donc, pour dire Merci. l'épaisseur sociale et scolaire de cette activité. Alors justement, en parlant d'école, je me tourne vers toi, Jonathan Alves. Toi, tu es professeur de PS dans un collège à Montreuil, de l'Académie de Créteil. Tu es aussi danseur. Lorsqu'on a rencontré et préparé cette soirée, j'ai vu que beaucoup de profs de PS qui enseignent le hip-hop sont aussi des danseurs. Et comme si finalement c'était une passion qui était le moteur de cette volonté de l'enseigner. Alors, une passion du corps qui donne envie de la partager? Ouais, je pense que la danse, elle oblige à un moment donné à une exigence aussi de contenu. Et du coup, pour la transmettre, il faut au minimum la pratiquer. C'est quelque chose qui moi, m'a permis de questionner de suite mes cours de danse. Je pense qu'en EPS, beaucoup de professeurs de d'EPS sont passés par la question de qu'est-ce que j'enseigne en danse? Est-ce que j'enseigne juste de la composition? Des choses qui font que je vais essayer d'organiser une danse avec des formes qui vont les uns après les autres. Et donc, il y a une présentation finale. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment à l'intérieur? Est-ce que c'est ça qu'on attend? D'une pratique sportive ou artistique. Et là, du coup, le contenu, moi, il m'a manqué. Et j'avoue qu'en voyant des collègues qui enseignent et qui pratiquent la danse depuis bien plus longtemps que moi, je pense à Fadi et à Émilie, c'est un clin d'œil dans le 93, mais qui pratiquent ça, eux, à l'extérieur de l'école en tant que danseur hip-hop. Moi, ça m'a permis, le hip-hop avec ses techniques, de donner du sens à la danse que je faisais avec mes élèves. J'ai eu l'impression que j'étais plus sur quelque chose qui n'était pas palpable par les élèves, mais bien quelque chose qui faisait de suite sens. Des techniques inscrites dans une histoire, qui étaient dans un mouvement, dans une culture, qui de suite pouvaient être transmis facilement. Alors, j'avoue aussi que ça nous a obligés, en tout cas dans notre activité de formation syndicale dans le SNEP 93, à proposer des formations aussi sur la danse. Et donc on s'est tourné plutôt d'abord sur des danseurs et danseuses de hip-hop qui n'étaient pas à l'école, mais qui avaient déjà fait en fait des projets avec l'école. Donc je pense que le hip-hop, il permet aussi de casser un peu les murs de l'école, de casser le carcan, de rendre poreux l'école à toute la société, à tout ce qui s'y passe. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une expertise qu'on n'avait pas forcément, en tout cas pour ma part, que j'avais pas en hip-hop. Et donc, il y avait un besoin de formation, de se relancer, d'apprendre des techniques pour pouvoir les transmettre, les utiliser pour s'exprimer aussi à travers la danse hip-hop, qui est souvent vue, enfin, qui est parfois vue en tout cas, à contrario de la danse contemporaine, comme une danse avec laquelle on va pas s'exprimer. Et moi, je dirais plutôt, en fait, c'est qu'il y a des codes qui sont assez académiques dans la danse contemporaine, qui nécessitent une capacité d'abstraction, de théorisation, qui fait que ça ne parle pas à tout le monde. Et donc, pouvoir jongler entre différents types de danse, et puis se rapprocher d'une danse qui, culturellement, est ancrée historiquement avec des techniques et des pas qui parlent à nos élèves, moi, ça m'a permis enfin, de bien travailler avec des élèves sur ça. Alors, on reviendra justement sur ce point-là que tu pointes, qui est intéressant. Mais avant de glisser un peu sur cette question-là, de la spécificité du hip-hop, on a entendu parler d'une grande diversité de styles de danse. Alors,
comment tu t'y es pris, toi, dans cet univers des danses? Bon, il n'y en a pas des milliards et des milliards, mais quand même, on a vu, hein, il y a eu plusieurs concepts. Qu'est-ce que tu as décidé d'enseigner? Tu Ouais. t'y prends comment? Moi, je vais déjà dire que je me positionne en tant que danseur amateur, vraiment. Et du coup, je baigne dans la culture hip-hop depuis les années 90, mais en tant que danseur, j'ai pris des cours tardivement, et donc je peux pas dire que j'ai un niveau d'expert dans l'appropriation des techniques, dans le fait d'avoir été dans des battles, d'avoir fait des rencontres contre d'autres danseurs hip-hop. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis approprié certaines techniques de base, à la fois en travaillant avec des collègues du département, à la fois sur des formations, mais aussi sur des cours à l'extérieur que j'ai pu prendre. Et c'est quelques cours plutôt de new style, de hip-hop freestyle que j'ai pris, avec des bases qui sont transmises, répétées, que j'ai fait l'effort d'aller répéter techniquement pour les utiliser, les transmettre aux élèves, et puis essayer de voir avec eux jusqu'où on peut aller dans cette culture hip-hop ensemble, en construisant ce qui a été dit un peu par Somi au début, c'est-à-dire à la fois s'amuser, faire quelque chose de collectif, et être sur cette musique qui emporte quand même le mouvement. Et avec ces techniques-là, on arrive à sentir quelque chose qui est l'ordre je vais lancer un grand mot, l'ordre un peu d'un feu sacré qu'on arrive à entretenir avec les élèves et à créer collectivement. Et sentir ça à travers des techniques, une histoire, voilà, ça fait vraiment vibrer. Et à la fois le prof, les élèves en danse. Oui, en intro de cette soirée, je parlais de having fun. Là, tu fais référence à l'idée de technique de base. Alors, je me tourne vers toi maintenant, Vincent. Robert dit Gagné. Gagné. Ouais, je me savais que j'allais me tromper encore une fois. Toi, tu es professeur de PS à l'Académie de Paris. Ouais. Et quand on a préparé la soirée, toi aussi, tu es revenu sur cette idée. Et tu m'as tout de suite dit que tu parlais de base avec tes élèves, de base en hip-hop. Alors, mais c'est quoi finalement ces bases? Ça correspond à quoi? Alors, je vais décrire ces bases, mais c'est important pour moi de revenir sur la petite vidéo qu'on a vue en préalable de cette Ouais. soirée-là. Pour moi, cette vidéo-là, justement, j'ai pas vu de base de hip-hop. Alors, il y avait de la musique un peu à consonance hip-hop derrière. On avait un petit peu des petites vagues, des choses comme ça, mais pour moi, j'ai pas vu de base hip-hop. Et donc, pour revenir, parce que c'est important qu'on revienne sur sur ce qu'on a vu, vu que c'est une soirée qui est consacrée au hip-hop. Donc tu fais référence à la soirée qui est une création du collège Lacanal. Ouais, Mais alors pour le coup là, on l'a mis avant la soirée ouais, parce que c'est une création de danse contemporaine. d'accord, ok. Et on pourra revenir justement sur ce que tu pointes, Ouais. c'est-à-dire est-ce que cette vidéo, vous la mettez dans la culture hip-hop sans pour autant dire que si c'est la culture hip-hop, elle serait supérieure ou Ah non. non, non, pas du tout. Mais on voit bien, hein, Jonathan, tu viens aussi de pointer sur, on voit qu'elle résonne danse contemporaine. C'est une vidéo donc créée par une collègue de PS Mhm. sur la question des violences faites aux femmes, avec un propos autour de cette question-là. Voilà, mais je t'en prie. Et donc du coup pour parler vraiment donc, des bases dans les styles hip-hop, pour moi les bases sont des repères qui vont permettre de tout de suite reconnaître dans quel style de hip-hop on se situe pour les juges par exemple, mais aussi pour être sûr qu'on est bien dans ce style-là en tant que danseur. Alors ces bases-là, pour moi, elles peuvent être liées à des signatures gestuelles. Donc par exemple dans le style locking, on va avoir des rolls, on va avoir des points qui vont faire que bah on sait qu'on est dans ce style-là. Et puis ça peut être aussi non pas uniquement de la gestuelle, mais aussi une énergie. Donc par exemple le bounce, le rebond pardon en hip-hop freestyle, c'est une des bases très importantes pour moi à aborder. D'ailleurs moi en tant qu'enseignant, je n'enseigne plus des chorégraphies du prof. J'essaye de passer d'abord par ces bases-là pour après travailler sur de la création. Alors, est-ce que tu peux, parce que là, bon, je comprends ce que tu dis, mais là pour l'instant, j'ai du mal à me représenter comment tu t'y prends. Est-ce que Mhm. tu peux venir un peu plus en détail pour m'expliquer, voilà, comment tu t'y prends par rapport à cette question-là? Alors, je commence toujours par être face miroir, quoi, vraiment comme un cours de danse traditionnel, et on va apprendre bah, soit des techniques hip-hop, comme je l'avais dit, donc par exemple les rolls, soit une énergie spécifique à ce style-là. Et une fois que j'ai l'impression que les élèves ont acquis cette technique-là ou cette énergie-là, je vais commencer à les mettre en travail de création et on va commencer à travailler autour de ça. D'accord. Alors, petite pause vidéo. On va faire un détour justement. On a parlé au tout début de culture hip-hop. Dans la culture hip-hop, non pas que de la danse, il y a aussi la déclamation, le slam. Et donc là, on a une création particulière d'un collègue, Pierre Janico, qui est enseignant de PS et qui est de l'Académie de Dijon, monté par Chimé.
avec des élèves de troisième prépa pro. Et après cette intermède dansé et déclamé, au retour sur le plateau. Apprendre à ordonner sa pensée en écrivant des mots. Apprendre à dire les choses avec douceur, avec force. Apprendre à être avec son corps, avec sa bouche, avec ses yeux, sans honte. Apprendre à faire avec les autres, ceux qui sont différents de moi, dans leur culture, dans leurs croyances, dans leur façon de penser le monde. Et puis, péniblement, difficilement, laborieusement, essayer d'atteindre ensemble les objectifs que s'est fixé l'école de la République. Être un homme, c'est être fort dans sa tête et solide dans son corps. Être une femme, c'est justifier sans cesse que le talent n'a pas de genre. La vie, c'est tomber, se relever et trouver ses armes. La vie, c'est croire en ses rêves. Un jour, j'aurai ma maison, un bel abri, pas une prison. Un jour, je partirai en voyage et je ferai le tour de la terre. La vie, c'est comme un mur qu'il faut franchir, un défi à surmonter. J'ai peur de ne pas réussir, de prendre la mauvaise route et de ne pas revenir. J'ai pas les mots qui disent, j'ai peur des mots qui brisent. Si je pouvais, j'oublierais toutes les moqueries et le harcèlement. Je reviens avec toi, Damien Vanier. Alors, est-ce que je ne sais pas si on peut se risquer avec une comparaison? On avait interrogé Jérôme Bochès dans un ouvrage qui s'appelle Rendre les coups en boxe, et il dit, je le cite dans son article, une réaction à la vie pauvre, rompre l'ennui d'une vie grise, même si les plus précaires dans l'existence ont du mal à suivre pardon, les contraintes et la rigueur des entraînements. Le hip-hop est-il cet espace finalement
où là, on rend les coups d'une société racisée, d'une société inégalitaire? Oui, c'est une très bonne question. Et je pense qu'on peut effectivement reprendre un peu cette comparaison avec l'ouvrage de Jérôme Baucher, dans le sens où effectivement les personnes qui s'investissent dans l'univers hip-hop, dans les danses hip-hop, le font en intégrant cet espace un peu en le percevant comme un espace de soupape où en fait ça leur permet de canaliser leur colère, leur frustration qu'il peut y avoir par ailleurs dans la société, mais pas que. C'est aussi un espace en fait qui leur permet aussi de se discipliner, de structurer aussi leur temps. Par ailleurs, et donc de rompre avec l'ennui. Donc l'idée qu'on retrouve aussi dans l'ouvrage de Jérôme Baucher. Et également aussi, c'est un espace qui permet aussi de retrouver la reconnaissance des personnes qui nous valorisent, etc. Et qui dépasse aussi la question de la classe sociale, parce que les danses hip-hop aujourd'hui, elles s'élargissent en termes de recrutement de classe sociale. C'est pas uniquement les classes populaires qui pratiquent, il y a de plus en plus des classes moyennes et classes favorisées. Et donc aussi, ces personnes-là qui viennent trouvent aussi dans cet espace hip-hop un moyen oui, de se valoriser, d'avoir un confort affectif qui permet de contrebalancer ce qu'ils peuvent vivre par ailleurs dans la société. Mais en même temps, ça se limite à là parce que contrairement à la boxe, la danse hip-hop, c'est quand même une pratique artistique, une pratique qui est de la création. Et de ce fait-là, je pense que les danseurs et les danseuses ne font pas que rendre les coups, ils utilisent aussi leur pratique pour la transformer, enfin pour transformer leur colère, leur frustration en énergie créatrice. Et de ce fait-là aussi, un moyen de créer du lien social. Ce qui dépasse un peu le simple fait de je boxe pour décharger ma colère. Là, il y a aussi vraiment l'idée de création. Et création artistique, création corporelle qui débouche aussi du coup sur une création de lien social parce qu'on danse pas généralement tout seul, on danse avec les autres. Comme les danses hip-hop sont des pratiques autodidactes mais aussi homodidactes, c'est-à-dire qu'on le fait avec les autres personnes. Et en ce sens-là, c'est un espace aussi qui du coup par l'art permet d'avoir du lien social. Alors justement, ta thèse, tu as travaillé sur l'observation de cet apprentissage mutuel des danseurs et des danseuses de hip-hop. Et tu pointes un paradoxe dans plusieurs, mais du moins en tout cas dans ton article qu'on a partagé à nos auditeurs là, tu pointes un paradoxe important. Tu dis que finalement ces danseurs sont dans une activité libératrice, on pourrait presque dire émancipatrice par rapport à un vécu du quotidien très racisé, très sexiste. Mais paradoxalement, cette libération est aussi, dans le même mouvement, on pourrait presque dire aussi, une activité qui les enferme et qui tend à reproduire un certain nombre de stéréotypes. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un peu ce paradoxe que vivent les danseurs que tu as pu observer et Ouais. danseuses? Et ben en fait c'est tout simplement que la danse hip-hop est pas hors du monde, elle est pas hors de la société, elle est totalement intégrée à la société et donc on retrouve en son sein les rapports de pouvoir, les rapports de domination qui existent et qui se reproduisent à l'intérieur. Et c'est amusant parfois de voir que les danseurs et danseuses eux-mêmes parfois ont un discours du coup qui est très positiviste, c'est-à-dire le milieu hip-hop, il est bienveillant, il est accueillant, tout le monde peut venir, etc. Et avec une tendance à occulter en fait ces choses-là qui sont quand même présentes, notamment dans les questions de genre, il y a vraiment une question de domination masculine qui a lieu parce que tous les postes clés sont tenus par les hommes. C'est les hommes qui sont les speakers, ce sont les hommes qui organisent souvent les événements, ce sont les hommes qui sont souvent les DJ, ce sont les hommes qui sont les Maintenant, il y a de plus en plus de travail pour essayer de limiter ça, mais qui sont aussi dans les jurys, qui gèrent les salles de danse, bon voilà, qui sont aussi donc les leaders. Et donc, il y a vraiment cette idée-là les hommes sont au centre de la pratique et la pratique elle-même est virilise dans un certain sens, dans le sens où elle demande des compétences qui sont socialement
habituellement associé à la masculinité et de ce fait-là qui met en difficulté les femmes parce que les femmes, elles doivent à la fois acquérir ces compétences qui sont jugées masculines. En break, par exemple, c'est beaucoup de pratiques, enfin de techniques qui sont explosives, qui sont puissantes, qui demandent de l'acrobatie, avec des retournements de tête, renversement de situation, renversement de corps, etc. Et bien, en même temps, les femmes, donc, elles doivent acquérir ces compétences qui sont jugées masculines, mais en même temps, il y a une injonction aussi à rester féminines, parce qu'elles doivent rester quand même des femmes et ne pas se masculiniser. Et donc, comment est-ce que on peut donc développer des compétences dans un espace qui est masculin avec des compétences masculines, tout en restant féminine, mais attention, dans certaines danses, notamment, par exemple, le crump que j'associe comme danse issue du hip-hop, mais aussi dans le break, eh bien, il faut faire attention à ne pas non plus être trop vulgaire. C'est-à-dire que on doit rester féminine, mais ne pas non plus trop mettre en avant tout ce qui nous rappelle trop le corps de la femme. Donc en crump, par exemple, il y a des techniques qui s'appellent les don't et qu'on ne doit pas faire, qui sont par exemple le chest pop, c'est-à-dire les explosions de poitrine, les jeux avec la hanche aussi, qui mettent en fait trop en évidence le corps de la femme. Donc effectivement, il y a à la fois l'espace hip-hop qui est considéré et qui est vécu comme un espace de bien-être, un espace de sécurité affective, là où même les femmes peuvent aussi bousculer un peu les normes de genre en développant des compétences motrices qui sont traditionnellement associées aux hommes, à la masculinité, etc., en développant de la musculature, en développant de la force, de la technique, etc. Mais d'un autre côté, eh bien, on retrouve quand même les rapports de pouvoir qui ont cours. Donc là, j'ai développé le genre, mais il y a aussi plein de choses, la classe sociale qui est présente parce que c'est cher en fait de danser, même si c'est gratuit. Si on veut développer, il faut payer des stages, il faut payer des voyages, il faut payer les battles, il faut, etc. Même si on gagne, eh bien, il faut quand même dépenser de l'argent, ce qui peut créer aussi des différences en fait entre les différents capitaux économiques que peuvent avoir les danseurs et les danseuses. Merci Damien. Alors c'est vrai que tu pointes justement la dimension très masculine. On peut dire que nous ce soir, on est pris en flagrant délit de cette dimension-là, du point de vue des invités. Mais on a une invitée qui justement, quand on a échangé avec elle sur mais pourquoi le hip-hop, alors elle a tout de suite défendu cette dimension que tu rappelles, c'est-à-dire à savoir la dimension d'unité, de paix, d'amour, d'having fun. Et elle était totalement séduite par notamment les battles. Alors j'accueille donc Virginie Chomton, toi qui es professeure de PS à l'Académie de Lyon, et notamment tu es très investie sur les questions du sport scolaire. Et quand on a échangé ensemble, tout de suite tu m'as pointé la question des battles. Alors mais les battles, c'est quoi? C'est quoi au juste ce type de pratique? Alors bonjour, je vais commencer quand même par dire que je suis danseuse contemporaine, voilà, depuis très longtemps. Et en fait, en 2015, j'ai accueilli des jeunes élèves au collège, des collégiens et des danseurs hip-hop qui dansaient en bas de chez eux. Et voilà, j'ai été percutée par ça. J'ai été percutée totalement. J'ai reçu un coup voilà, qui m'a vraiment, comment dire, enthousiasmée. Et après, j'ai accompagné ces jeunes et je les ai accompagnés. Je leur ai permis voilà, je leur ai donné un cadre au collège, un gymnase, un lieu, des horaires, des entraînements et tout. Et comme ça, je les ai accompagnés voir des battles avec eux et j'ai été totalement prise par ça. Et donc après, je l'ai installé progressivement au collège en AS pour après pouvoir participer. J'ai eu la chance et j'ai la chance depuis 2015 de participer au championnat de France de battle hip-hop. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a transpercée. Et je sais pas si je réponds à la question tout de suite ou pas. Alors mais c'est quoi la battle? Parce que tu parles de battle, pardon, mais le battle. Le battle. Ah, en UNSS, le battle. Voilà, ça te montre ma connaissance du sujet, tu vois. Voilà, on dit bien un battle. Voilà. Et ce sont des rencontres, voilà, des rencontres des défis entre des équipes ou des individualités, voilà, qui vont s'affronter. Moi, j'appelle ça un défi chevaleresque avec des questions-réponses, avec des styles, avec des techniques de danse et avec de l'énergie, avec de la musicalité, avec quelque chose qui, moi, me plaît énormément, qui est de l'urgence. C'est-à-dire qu'en une cinquantaine, en 40 secondes, eh bien, on va arriver, on va déposer, on va donner tout ce qu'on a à donner en danse et on va affronter, mais
je mets vraiment du positif dans ce terme affronter, puisqu'il y a quelque chose de défi et de combat. Mais voilà, je retiens le mot chevaleresque parce qu'il y a quelque chose de très respectueux. Et en fait, dans le défi où on va aller chercher l'autre, on l'estime énormément. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a totalement percuté parce que totalement différent de la danse contemporaine d'où je viens, avec quelque chose de frontal, quelque chose de très hiérarchisé aussi. Et là, dans ce coup, il y avait quelque chose de, voilà, de je donne tout, de l'urgence et bien sûr de virtuosité. Parce que c'est clair, c'est quelque chose aussi qui m'a totalement transpercé, la virtuosité des danseurs. Et pas la virtuosité technique, évidemment, puisque ça c'est clair, hein, ce qui définit la danse hip-hop, c'est une maîtrise technique. Mais dans ces 45 secondes de défi, on va chercher tout ce qu'on a dans l'interprétation, dans le catalogue de gestes, dans l'espace, et on va aller chercher à aller plus loin que son adversaire, et plus on le respecte, et plus on va aller chercher loin pour essayer de le défier. Voilà. Somi-King, quand on parle battle, pour toi, ça résonne vraiment en culture hip-hop? Est-ce que c'est vraiment un incontournable? Est-ce que tu peux nous dire, Somi-King? Toi, je sais, Virginie, j'ai bien compris que pour toi, oui, mais je voudrais avoir le point de vue dans l'histoire de cette culture. Alors, oui, c'est un incontournable, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a érigé ça comme si c'était la chose ultime de la danse hip-hop, et c'est absolument pas la chose ultime de la danse hip-hop. C'est devenu très lucratif aujourd'hui parce que tout le monde organise des battles, mais vraiment la danse hip-hop à la base, c'est le partage. Les premiers danseurs hip-hop, on les voit où? On les voit en soirée. On les voit en soirée. Le danseur hip-hop, le danseur hip-hop en soirée, il fait partie vraiment des gens qui vont permettre de passer une bonne soirée. Les gens se déplacent pour venir voir des danseurs hip-hop dans telle soirée. Quand les DJ à l'époque, même pendant très longtemps, hein, les DJ quand ils faisaient une soirée, ils annonçaient qu'il allait y avoir tel ou tel danseur qui allait venir à leur soirée. Et ça faisait partie, ça faisait partie de la fête. Le battle, c'était quelque chose en plus. Parce que pendant la soirée, ben oui, il y avait toujours quelqu'un qui voulait briller plus que d'autres ou un groupe qui voulait briller plus qu'un autre. Et les battles arrivaient à ce moment-là. Mais c'était pas la chose ultime. Aujourd'hui, beaucoup de danseurs pensent que c'est la chose ultime. Non, à la base, le danseur hip-hop, c'est un danseur. Le danseur hip-hop, je prends vraiment tous les styles de danse. Hein. Je dis bien le danseur hip-hop et pas le hip-hop. Hein. Le danseur hip-hop, c'est à la base, c'est quelqu'un qui vient s'amuser en soirée. Je suis impressionné par, lorsqu'on a préparé cette soirée, beaucoup d'entre vous sont revenus sur cette idée de partage, ces valeurs, cette culture. Et Virginie, justement, quand tu m'as dit avoir été frappé, choqué, marqué par cette rencontre avec la culture hip-hop, c'est notamment autour de ces valeurs et de cette notion de partage, de respect mutuel, et que les mots sont de paix et d'unité ne sont pas des mots vains, mais s'incarnent vraiment dans une pratique quotidienne. Est-ce que tu peux revenir, Virginie, là-dessus? Oui, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que, évidemment, le battle ne résume pas la culture hip-hop. Il y a plein de choses. Moi, quand je vous en parle, je parle de ma pratique scolaire. Ouais, c'est très important. Je vais voir des battles j'emmène les élèves voir des battles qui ne sont pas des battles scolaires, et je fais la pratique du battle au collège, mais ces valeurs, elles sont universelles. Et en fait, c'est très important, ces valeurs-là, quand on les transpose dans l'école, quand on les transpose dans l'UNSS, quand on les transpose dans la pratique avec les élèves, elles prennent un sens extrêmement important dans la manière dont on va s'entraîner avec les élèves, dans cette manière où l'apprentissage se fait des pairs par les pairs, où on s'observe, on regarde, on apprend, on applaudit, on dit ça c'est bien, je vais essayer. Et c'est cette pratique-là qui d'un seul coup m'a éclairé sur comment on peut enseigner et faire partager des valeurs aux élèves, et comment on peut s'entraîner, travailler ensemble, effectivement, dans le partage, et avec ce qui est très intéressant, je trouve, c'est les différences de compétences et de niveaux, et on peut tous et toutes travailler ensemble. Parce qu'à un moment donné, il y a ces valeurs qui sont posées, et dès le début, elles sont redites et énoncées à chaque fois, on est là pour travailler ensemble. Et c'est pas du tout un vain mot, et c'est un des objectifs, en tout cas moi, que je vise
par la pratique du battle, c'est toutes ces compétences relationnelles, émotionnelles et sociales au sein de l'école. C'est très important de parler de ça en fait, parce que c'est moi je l'enseigne en AS, pas en EPS, et c'est ces valeurs-là que je développe en AS, quoi. Jonathan, tu veux réagir par rapport Moi, ça m'a fait de suite penser à ce que a dit Somi et Virginie, c'est que aujourd'hui, là, moi, dans mes cours de PS, j'avoue que j'accorde une grande importance au cercle. Et je pense que dans tous mes cours de PS, je fais le cercle au début, mais le cercle qui est aussi appelé cypher en hip-hop, ce cercle qui fait que on se hype, c'est-à-dire on monte l'énergie, on essaie de garder l'énergie. Il y a quelqu'un qui va au milieu, qui se met en jeu, qui ressort, on lui donne de l'énergie, on en donne. C'est quelque chose que moi, enfin aujourd'hui, j'ai rendu central dans ma pratique d'enseignant, j'ai envie de dire. Donc le hip-hop m'a aussi percuté. Les danseurs aussi que j'ai vu danser, les danseuses, les élèves. Et en fait, cette notion où le prof est un peu différent que d'habitude en hip-hop, je trouve que c'est assez important en EPS. Et commencer un cours juste pour rendre un peu pragmatique les choses et imagées, parce que nous, on partage, je pense, un peu les mêmes choses. Mais le hip-hop, il apporte des outils. Il apporte l'outil du battle, où on peut être en face à face, seul, en équipe, en crew, mais on peut être aussi en cercle, à 3-4, on peut être en cercle avec toute la classe. Et le fait, moi, de commencer, j'avoue, mes cours avec tous les élèves toujours en cercle, de mettre de la musique hip-hop, de faire le bounce, comme t'en parlais tout à l'heure, d'être juste dans un rythme ensemble, et de commencer un simple pas, et que les élèves sentent qu'on est ensemble sur une musique, et en même temps qu'on leur parle du pas, de la technique du hip-hop, et qu'ils se l'approprient à tous les cours, et que petit à petit, voilà, cette technique qui peut être des fois... en effet, pas aboutie, parce qu'en quelques séances, c'est comme dans toutes les pratiques, mais elle est au cœur quand même. C'est une technique qui est l'histoire du hip-hop, mais c'est aussi une manière de le partager, une manière d'être ensemble, et les élèves le sentent. Le prof se met en jeu, il est en jeu avec eux, on est en jeu ensemble, et on se met un peu en danger, mais de manière avec les valeurs, comme le disait Virginie, c'est-à-dire avec des valeurs saines, dont on est garant en tant que prof, mais en vrai, je pense qu'on a le milieu hip-hop a beaucoup à nous apprendre sur ça aussi. Ah, il a des défauts, bien entendu, comme partout, mais il y a aussi des choses qui ont été construites qui sont assez impressionnantes. Et danseurs, aujourd'hui, on les appelle certains profs de hip-hop. Enfin, ils ont construit une pédagogie en hip-hop, enfin, qui est assez impressionnante en termes de transmission. C'est vrai. Si je peux me permettre, si je peux me permettre, ça me fait super plaisir d'entendre Jonathan dire ça, de danser dans le cercle. Le cercle, c'est vraiment quelque chose de super important dans la culture hip-hop. Pourquoi? Encore une fois, je le relie à l'histoire des Afro-Américains et des Africains, puisque dans les cultures africaines, subsahariennes, la danse et la danse et toutes les choses qui sont empruntées en tout cas dans la culture hip-hop, elles se font toujours ensemble. Le partage, ce qu'on appelle le question-réponse. Dans les cultures africaines, à la base, il n'y a pas de danseur solo. Quand vous dansez, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. Et le fait d'être en cercle, la réponse, elle peut venir de partout. L'énergie, elle peut venir de partout. Et comme tu disais tout à l'heure, tu as dit, on se hype. Donc, on se dote de l'énergie avec les autres. Et le cercle reste quelque chose de très important. Et c'est pour ça que quand je vois, souvent, quand j'ai assisté à certains battles dernièrement, des fois, il y a des battles où on voit juste le danseur en solo sur scène, il affronte un autre danseur en tête à tête. Moi, pour moi, on n'est pas dans le hip-hop, on n'est plus dans la culture hip-hop du tout. Parce que un danseur, quand il vient danser, même en solo, il représente ses amis, il représente ses potes, il représente son quartier, il représente, voilà. Et sur scène, normalement, quand il doit être sur scène, il doit même être accompagné de son équipe parce que c'est eux qui vont le porter, c'est eux qui vont lui donner la force pour aller plus loin. Et aujourd'hui, on assiste à des battles où les danseurs sont sur la scène, les potes sont dans le public, on crie et puis c'est tout. Et là, on n'est pas du tout dans la culture hip-hop. Et Jonathan, quand tu dis que tu fais des cercles et tu les fais danser dans les cercles et qu'il y a des réponses des uns et des autres, là, on est dans la culture hip-hop. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire super attention quand vous allez enseigner, en tout cas, ces danses à l'école. Moi, ma grosse crainte, c'était on va enseigner ça à l'école avec le prof qui donne un cadre. La culture hip-hop, à la base, il n'y a pas de cadre. Hein. C'est liberté totale dans l'expression à tous les niveaux. Et j'ai peur que enseigner à l'école, ce soit dénaturé. Merci. Tu as raison. C'est une très bonne question qui mériterait bien du temps. Alors, je prends ma place dans le cercle, du coup, pour vous poser une autre question.
Jonathan, tu as parlé d'interprétation. Moi, j'entends quand même parler là quand même de défis, de compétition, de points. Alors, je me tourne un peu vers Sébastien et toi. La revue Contre-Pied a toujours défendu, dans la façon dont elle a œuvré toutes ces années, sur l'importance de l'art et du sensible au sein de l'éducation physique et sportive. Alors, je pense qu'il faut qu'on aborde ce sujet-là. Comment vous avez, vous, dans la revue Contre-Pied, traité cette question-là? Le hip-hop, c'est quoi? C'est de la poésie ou c'est du défi? Et où, peut-être? Sébastien. Ouais. Euh, j'ai envie de faire une pirouette et de te dire que le hip-hop, ça serait une esthétique de la technique. Parce qu'en fait, pour le moment, on a parlé des valeurs, mais il y a quand même une gestuelle, comme une culture commune à travers certains gestes. Il y a à la fois les styles, donc on a vu qu'il y a une variété de styles. Il y a des formes aussi d'organisation qui sont différentes. Il y a aussi la ligne, on a parlé des cercles, les battles, la ligne. Et donc, tout ça, au final, il y a quand même des gestes. Tout à l'heure, Vincent, il a parlé de signature gestuelle. À mon avis, c'est ça. Il faut définir au-delà des différences, quel est le propre, qu'est-ce qui fait culture commune au sein du hip-hop. Sinon, on va s'y perdre. À travers notre construction de la revue, derrière la revue, il faut associer aussi Aurélia, qui est pas parmi nous, mais qui nous a bien aidés. Donc, en fait, à travers les différents entretiens qu'on a menés, il me semble qu'il peut y avoir accord sur le lien très très fort avec la musique. D'ailleurs, quand on fait une frise historique des mouvements musicaux et des styles de hip-hop, on a des convergences. J'ai interrogé un gars qui s'appelle Plémo, il a fait une frise où il montre bien la correspondance. Donc, lien très très fort avec la musique. Je pense que par rapport à d'autres activités, c'est vraiment un point crucial. Ensuite, donc une gestuelle singulière qui est liée, Somi en a parlé, à l'origine du hip-hop. Donc il y a par exemple des frappés, des percussions, donc, quoi, des choses qui se rapprochent d'une gestuelle originelle, même si elle évolue, mais on la retrouve quand même. Et ensuite, il y a un point important qui n'a pas du tout été évoqué, c'est la possibilité d'être spectateur, pas spectateur, mais spectateur, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux rentrer, contrairement à la danse contemporaine ou autre, où je suis en dehors dans un théâtre, là, à tout moment, je peux moi-même être danseur, rebondir. Donc ça, c'est quand même le propre du hip-hop. Donc vous voyez, j'essaie de montrer des points importants. C'est pour ça que par rapport aux vidéos là, que tu as pu montrer, Bruno, à mon sens, il y a une certaine confusion parce qu'on est plutôt là sur de la danse contemporaine. Et nous, notre idée sur le numéro, c'est de bien montrer qu'il y a une culture, une culture hip-hop qui se distingue de la danse contemporaine. Certes, il y a des chorégraphes qui, maintenant, au départ, étaient dans le hip-hop. Je pense à Merzuki, je pense à Kader Atou, Blancali, qui sont maintenant dans la danse contemporaine. Mais nous, en tant qu'enseignants, il ne faut pas que ça soit un prétexte pour faire entrer les élèves dans la danse contemporaine. On dirait, ben, les garçons un peu agités, on va faire un début de hip-hop pour les amener dans la danse contemporaine. C'est là où on met les barrières et les limites. Voilà. Ensuite, Si tu permets, Sébastien, je voudrais ouais. m'arrêter sur ce point-là, justement, sur cette tension danse contemporaine, danse hip-hop, même si peut-être que, en le disant de cette façon-là, je pose mal le problème, mais ça résonne beaucoup avec ce que, justement, Vincent, tu me disais, quand on préparait la soirée, tu disais que toi, tu cherches à créer des ponts entre la culture danse, on pourrait dire ça, en écho peut-être avec la danse contemporaine, et la culture hip-hop. Alors, peut-être que ça va rassurer un petit peu certains qui disent, mais est-ce que, finalement, les profs de PS vont pas aseptiser la culture hip-hop en en leur rendant trop contemporain, si je peux parler de cette façon-là. Comment tu t'y prends, toi, pour gérer cette tension? Et puis après, Sébastien, je te redonnerai la parole. Ouais, pour moi, c'est très important de ne pas se servir du hip-hop uniquement comme une entrée exotique pour un cycle de danse contemporaine. Il y a beaucoup plus au niveau culturel et culturellement. Le hip-hop a énormément à apporter, que ce soit au niveau des valeurs, on en a parlé, les valeurs de respect, les valeurs de partage. Que ce soit au niveau, donc, on en a parlé, des signatures gestuelles. Dans le hip-hop, il y a
l'a un peu évoqué, il y a plein de styles différents, avec chacun leur spécificité, dont on va pouvoir se servir en EPS. Et puis aussi le rapport à la musique, la musicalité qui est très important, où on va pas essayer de sortir de cette musique, de s'en éloigner, mais justement de voir comment on va pouvoir avoir un échange, un partage entre le danseur et le son. Ça, c'est très important en hip-hop. Donc, partant de cette base-là qui est culturellement très très forte dans le hip-hop, j'essaye de mettre ça en relation avec la culture de la danse et notamment les procédés de composition qui me semble être un pan fort qu'on utilise nous en EPS dans nos cours. Et j'essaye de voir quels sont, justement, je parlais de base tout à l'heure, quels sont les styles et quelles sont les bases qui matcheraient bien, qui iraient de manière cohérente avec des procédés de composition. Je peux donner un exemple. Par exemple, en popping, je vais travailler donc sur les vagues d'un côté. Donc ça, les vagues, enfin les bases pour moi en popping, c'est vague, donc tout ce qui est ondulation d'un côté, et puis les angles de l'autre côté, donc le travail sur le Tetris, une gestuelle très angulaire. Moi, je vais très logiquement, ça me semble assez facile et assez simple d'aller sur l'énergie et d'aller sur le contraste des énergies, avec justement un travail sur des ondulations, donc un travail sur une gestuelle qui va être continue, ondulée, et d'autre part, en contraste, sur des gestes très saccadés, très angulaires. Voilà, j'ai rien inventé, hein. Je crée deux mondes dans la pièce, et puis les élèves vont, dans chaque partie de la pièce, travailler sur ces deux gestuels-là, avec chaque partie du corps. On travaille, on décompose, et maintenant vous allez travailler au niveau de la tête, au niveau des épaules, comment est-ce que ça fait un geste saccadé, comment est-ce que ça fait un geste ondulé au niveau des épaules. Une fois qu'on a fait ce travail-là de création, en tout cas de découverte et dans le corps, là, ils ont pu investir ces gestuels-là et on peut partir sur du travail de création, d'abord en petits groupes et puis après en grand groupe. Merci. Alors Sébastien, justement, tu voulais développer un deuxième point qui te semblait important, un peu sur cette tension entre poésie et défi. Mais pour moi, au contraire, de cette tension, j'en fais une richesse. C'est-à-dire que ce que vient de développer Vincent, finalement, c'est le hip-hop, il est mûr pour rentrer à l'école parce qu'il permet justement le choix à l'enseignant entre ces différents styles par rapport à sa classe, par rapport à ses objectifs, tout en restant dans la culture hip-hop. On voit que, donc c'est ça, en fait, finalement, être enseignant, c'est faire des choix. Et la culture hip-hop, elle est suffisamment dense pour permettre ces choix. Il y a autre chose aussi dans les codes. Il y a les codes gestuels, mais il y a aussi à la fois les codes vestimentaires. Bon, des fois, on peut les retrouver, mais il y a surtout les codes de langue. On voit ici qu'il y a beaucoup de mots en anglais. Ça aussi, ça fait partie d'un univers culturel et qui n'est pas l'univers culturel de la danse contemporaine, par exemple, pour juste les comparer. Donc tout ça, pour moi, cette tension-là, ce curseur entre sport et art, eh bien, chaque enseignant peut se positionner avec ses élèves ou autre, donc, tout en gardant ce que Vincent est d'accord, on a repris à peu près les mêmes critères qui font culture commune. Je pense que ça, faut les avoir en tête, un peu comme dans toute activité, quand on parle de logique interne, des fondamentaux, eh bien, on peut les définir sur le hip-hop. Pour moi, c'est pas une tension, au contraire, c'est une richesse. D'ailleurs, l'UNSS, elle assume cette double casquette, à la fois artistique et sportive. Bon, je me tourne quand même vers tous les deux, là, Jonathan et Vincent, sur la question de la place de l'intention. En danse contemporaine, l'intention est première. Vincent, toi, dans tes cours, est-ce que l'intention est première? Alors non, l'intention elle n'est pas première parce que de mon expérience, si on part de l'intention, on va avoir très rapidement des élèves qui vont être capables de froncer les sourcils, de sourire et de travailler leur jeu d'acteur, en tout cas d'essayer de faire des choses en termes d'intention. Le problème c'est que dès qu'on va leur demander de danser, et ben derrière on va avoir les yeux qui vont tomber sur les pieds. Et on va avoir des élèves où on va plus voir leur visage. Donc tout ce qu'on a travaillé sur le fait de donner à l'extérieur, ça va rester à l'intérieur. Donc moi je préfère effectivement commencer par ce travail-là sur les bases pour armer les élèves afin qu'ils soient capables de danser, de prendre de la confiance aussi. Parce que pour moi, si un élève il n'a pas confiance déjà, il ne pourra rien donner à l'extérieur. Et une fois qu'on a travaillé ça et qu'on a donné aux élèves des pouvoirs moteurs, là je commence à travailler l'intention et on va travailler sur des émotions et ça va permettre justement de colorer après leur mouvement et de permettre de l'upgrader, quoi,
par rapport à ça. D'accord, merci. Alors, il y a un article, moi, qui m'a marqué c'est un article de Sylvia Fort où elle parle justement du braconnage de la danse hip-hop par les jeunes des quartiers populaires. Alors, Jonathan, dans ta démarche, comment tu t'y prends pour que tes élèves soient plus obligés dans tes cours de danse, alors toi tu fais du hip-hop, mais en tout cas, comment on doit s'y prendre pour qu'ils soient plus obligés de braconner de la danse hip-hop? Ce qui veut dire, globalement, braconner, c'était l'idée que ils rentraient dans un jeu de danse, mais dès qu'ils pouvaient, dès que le prof détournait le regard, un peu comme des chasseurs qui braconnent, ils allaient au-delà des règles et donc ils mettaient un pas de hip-hop, ils mettaient un peu de culture hip-hop, ce qui, a priori, dans le cours de danse contemporaine, n'était pas forcément toléré. Mais bon, ça, je pense que ça renvoyait aussi à certaines formes de pratiques de danse contemporaine. Alors, ta question, elle me fait partir dans 10 000 orientations là, dans ma tête, sur 10 000 choses. Je me dis surtout qu'en fait, les élèves, ils arrivent avec une culture, avec quelque chose. Et quand ils vont entendre une musique, un peu, l'objectif un peu qu'on a certainement hip-hop, c'est qu'ils l'écoutent un peu mieux cette musique et qu'ils s'y ouvrent. Et quand ils l'écoutent un petit peu, ben, il y a quelque chose qui commence à bouger. Et c'est de là, enfin, ça fait vraiment le lien avec les racines, avec ce qu'est le hip-hop, avec ce qu'est la culture, ce que sont les gens. À un moment donné, on ne vient pas, on n'est pas vide. Quand on arrive, quand j'entends une musique, je suis pas déconnecté. Il faut qu'on apprenne souvent à peut-être nous-mêmes à nous reconnecter à des choses et donc se sentir connecté à une musique. Je pense que c'est quand on parle d'intention, on en parle souvent nous dans le processus contemporain, d'écrire quelque chose, de le penser, de le retransmettre, d'essayer d'imaginer ce que le spectateur va voir. En hip-hop, je pense que l'intention, elle y est tout le temps, comme dans la vie. On a une intention sans qu'on l'ait forcément réfléchi. Donc moi, mes élèves, quand ils viennent, et comme tu le dis, ils viennent déjà partager, ils viennent montrer, en fait, ils ont une intention. Alors, elle n'est peut-être pas écrite avec une histoire, avec un propos chorégraphique, comme on pourrait l'entendre avec des chorégraphes qui écrivent réellement ça et qui peuvent décrire leur processus, quoique ils travaillent pas tous comme ça. Mais le fait de travailler de manière un peu plus, on va dire peut-être, j'utilise un grand mot, l'art brut. L'art qui provient de ce qu'on ressent. L'art qui provient de mon histoire qui fait écho à telle musique, à tel moment avec mon corps. Ben, si on arrive un peu à faire comprendre ou à se faire comprendre entre nous, j'allais dire, parce que c'est aussi le cas, hein, prof et élève, que la musique, à un moment donné, on a le droit de se libérer. Moi, je pense que l'hip-hop, il apporte vraiment ça. Et je voulais rebondir avec ce qu'on fait comme travail avec Sébastien Aurélia sur la revue Contre-Pied. On a amené beaucoup d'acteurs qui viennent du hip-hop, qui sont aujourd'hui profs de PS, qui sont danseurs, qui sont vraiment immergés dans la culture totalement. Mais on a fait aussi l'effort d'être équilibré avec des gens qui sont des acteurs du hip-hop à l'extérieur. Et je pense que le lien dont parlait Somi tout à l'heure, de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une didactisation à outrance, je pense qu'en fait, le hip-hop, il a déjà en son sein tous les outils historiquement pour qu'on puisse développer quelque chose. Et venir avec ces outils-là en confiance et les tester, ben, c'est un peu le jeu. Nous, on se dit, ben, allez, les profs de PS aujourd'hui, on doit être surtout garant qu'il y ait une culture qui existe, que nous, on veut une EPS culturaliste au SNEP depuis des années. Il y a le contre-pied qui existe sur ça pour plein de choses. On le comprend souvent plus facilement parce qu'on a une culture sportive. Mais en danse, il y a des cultures. Et ces cultures-là, il faut les assumer. Et pas se cacher derrière une danse contemporaine aujourd'hui qui en a le nom parce qu'elle vient déformer des choses. On se l'approprie avec de l'écriture qui est très intéressant d'un point de vue de la création, mais qui des fois nous éloigne de ce que c'est vraiment. Et anthropologiquement, les danses, elles ont une histoire. Et si on veut pas couper justement et critiquer l'histoire peut-être coloniale qu'il y a eu, ben, peut-être que la danse contemporaine aussi rentre dans ces choses-là. Et le hip-hop est peut-être un moyen de résister un petit peu à l'école, de créer des brèches et des failles qui font qu'on devient un peu, qu'on laisse passer la culture et ce qu'il y a vraiment à l'extérieur. Et une culture politique, forcément, au SNEP, ça nous parle. Une culture qui résiste, une culture qui lutte contre la ségrégation. Enfin voilà, l'histoire du hip-hop, à mon avis, fait que c'est un élément logique qui aujourd'hui arrive à l'école, mais dont on doit faire attention de ne pas dénaturer le cœur même de ce que c'est, donc les cercles, la joie,